pas peur, ne vous laissez pas influencer par le titre de la vidéo. Ce ne sera pas une vidéo drama ou politique, on va faire de la zététique, l'art du doute méthodique. Alors qu'est-ce qui se passe? Une frange de l'internet plutôt remontée contre les LGBT et les sciences humaines qui se penchent sur les questions d'oppression, de domination, me tombe dessus depuis des semaines, avec agressivité, avec assiduité et beaucoup de moqueries. Ils se pensent tous très drôles, en disant que moi je fais honte à la zététique, à ne pas savoir reconnaître un garçon d'une fille. Si c'est vrai, c'est grave, hein. Comme d'habitude, tout ça est régurgité par un paquet d'ahuris qui glissent ce nouvel élément de langage dans leurs attaques et qui ressortent l'ancienne, le refrain du fait qu'on serait trop politisé. Alors naguère, une petite bande disait la zététique c'est de droite, donc c'est pas bien, et maintenant un gros paquet de gens disent ah bah la zététique c'est de gauche, c'est woke, donc c'est pas bien. Écoutez, bon, on a compris, d'accord. Alors là-dessus, au milieu, en dessous, au-dessus, Dalibor de la chaîne Psyodélique a encore sorti des tas de vidéos pour dire à quel point il était un meilleur zététicien que moi. Il dit que c'est une blague, mais après il le répète, donc on sait plus trop ce qui est une blague et ce qui n'est pas une blague avec ce monsieur. Bon, en tout cas, ça semble convaincre des gens, puisque ce conflit a fait perdre plus de 1000 abonnés à la Tronchambier, entre 1000 et 2000, ce qui est beaucoup, ça n'est jamais arrivé en 8 ans. Donc il se passe quelque chose. Ceci dit, je constate que c'est quand même vachement à la mode de dire la zététique me déçoit vachement trop, du coup je me désabonne, de la part de gens dont on ne sait pas s'ils étaient abonnés, et qui ont des comptes qui partagent et qui sont abonnés à tout ce que la complosphère fait de pire. Ce qui, je dois vous l'avouer, en moi, suscite le doute. Face à tout ça, il y a plusieurs réactions possibles. Option 1, batailler, pied à pied, répondre à chaque attaque, à chaque homme de paille, à chaque commentaire, consacrer mon temps à essayer de convaincre tout le monde, faire un burn-out et mourir. Option 2, dire à tous ces cons d'aller se faire cuire le cul et les ignorer. Option 3, ignorer tous ces cons sans leur dire d'aller se faire cuire le cul. 4, rester calme, ne pas réagir et continuer d'essayer de faire avancer la compréhension des gens, notamment sur la question du genre, comme je m'y emploie sur Twitter, sur mon compte personnel, en jouant les Socrates du dimanche avec plus ou moins de talent, voilà, c'est laborieux, mais pourquoi pas. Option 5, tout plaquer, fermer la chaîne et vivre dans les îles de l'immense fortune accumulée grâce à mon travail, mes héritages et les gros chèques des industriels qui nous téléguidaient depuis le début. Mon rire sardonique a besoin d'être révisé. J'ai choisi l'option 6, essayer de tirer quelque chose d'utile, de constructif, de tout ça, en donnant des explications contextuelles sur l'origine des propos qu'on me reproche, en apportant des éléments qui vous permettront peut-être de mieux comprendre ce que dit la science sur ces questions, et en défendant ma manière de concevoir la zététique et de la pratiquer. Je fais ça parce que dans le climat actuel, il y a peut-être, sûrement, des gens sincèrement inquiets à l'idée que sur cette chaîne, on se radicalise, on devient politique, on perd les pédales, voilà, et ces gens méritent qu'on leur parle et qu'on les rassure peut-être. Soyons méthodiques, soyons zététiques. Je précise, encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je ne suis pas un expert sur la question du genre, que je ne suis pas un militant de cette thématique. Cette vidéo n'a pas vocation à décréter une vérité absolue sur le sujet, mais d'élaguer un peu les herbes folles qui sèment la pagaille. Si je parle du sujet, en fait, au départ, c'est pour une raison simple, c'est que je suis extrêmement étonné du niveau de certitude stratosphérique de ceux qui veulent imposer leur avis. Et je pense qu'on gagnerait tous à appliquer un précepte, écoutez, je vous le donne, c'est gratuit, le précepte dirait un truc du genre « jugez moins pour comprendre mieux ». Allons-y, partie 1, le contexte. Le 7 juillet 2019, je réagis au tweet de la revue Psychologie qui partage l'avis d'une psychanalyste. Alors la psychanalyse, on en a un peu marre, quasiment le monde entier s'en est débarrassé, mais en France, on continue d'aimer cette pseudo-science criminelle qui s'affiche dans tous les médias. C'est un petit peu une honte, ça m'énerve, mais ça n'est pas le sujet. Alors je repose le micro, je me calme, et revenons au sujet. Cette psychanalyste répond à la question de Lucie, 6 ans, qui demande « Je veux devenir un garçon, pourquoi n'est-ce pas possible ?» Et la réponse de la psychanalyste est « Tu ne peux pas devenir un garçon, Lucie. » Et tout part de là, en fait. J'ai remis en question la réponse de cette psychanalyste, et je vais analyser ce qu'elle dit dans un instant pour vous. Et je me suis coltiné
des tas de gens très intelligents qui m'ont sorti leur cours de biologie du collège pour me montrer à quel point je suis complètement crétin et téléguidé par de l'idéologie parce qu'eux, ils savent, etc. Et depuis cet épisode, essentiellement, je me contente de temps en temps d'aller demander sur Twitter à ceux qui ne veulent pas que Lucie puisse devenir un garçon de me donner la définition sur laquelle ils s'appuient pour énoncer une telle interdiction. J'espère que ça vous paraît aussi important qu'à moi, quand même, que ça n'est rien de rien, mais je pense que c'est important, de demander que celles et ceux qui veulent interdire l'usage d'un mot, parce qu'en fait tout ça se résume à un usage de conflit d'un mot, que ces gens soient capables de donner une définition précise, hein, de donner les contours du mot qu'ils veulent interdire aux autres. Ça me paraît la moindre des choses. Dans cette situation, moi, je n'impose rien à personne. Je me contente de douter de la réponse d'une psychanalyste et de la certitude de tous ceux qui, apparemment, savent mieux qui est Lucie que Lucie elle-même. Voilà, je trouve ça un peu gonflé. Et moi, ce que j'apporte, c'est du doute. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que je raconte, mais vous aurez du mal à expliquer que ça n'est pas de la zététique. Revenons à la réponse de la psychanalyste. Tu ne peux pas devenir un garçon, Lucie, parce que tu es né, comme ta mère, dans un corps de fille. De même que ton frère est né, comme ton père, dans un corps de garçon. Et ça, on ne va pas le changer. Pardon. Ça veut dire quoi, naître dans un corps de fille? Moi, je suis né dans mon corps, mais si on me disait que je suis né dans un corps de garçon, ça voudrait dire que je suis une chose, une entité, qu'on a placée dans un corps. C'est une conception dualiste. Ça n'est pas parcimonieux. L'approche la plus raisonnable, la plus rationnelle, la plus zététique est aussi la plus matérialiste. Elle consiste à dire que, jusqu'à preuve du contraire bien sûr, hein, je suis mon corps et pas une chose qui habite mon corps. Et si on veut être plus précis, je suis la conscience que mon cerveau, en relation avec mes organes, produit à chaque instant. Selon ce point de vue, qui peut se discuter, bien sûr, mais qui est le plus zététique que je connaisse, vous n'êtes pas né dans un corps de fille ou de garçon, vous êtes né dans votre corps. Le vôtre, il est unique. Et ensuite, on l'a rangé dans une catégorie ou dans une autre, pour plein de raisons, plus ou moins bonnes. Revenons à la psychanalyste. Parce que on ne peut pas revenir en arrière et renaître dans un corps différent. Cela fait partie des limites que la vie nous impose. Elles peuvent nous mettre en colère parce que nous aimerions n'en avoir aucune et pouvoir réaliser tous nos désirs et accomplir tous nos rêves. Devenir fille si on est garçon, ou garçon si on est fille, ou même, pourquoi pas être les deux à la fois. Et en plus, voler comme les oiseaux et nager comme les poissons. On aimerait bien, oui, mais ce n'est pas possible. Posons une hypothèse, on est dans l'hypothétique. Et si jamais le cerveau de Lucie produisait une conscience qui se reconnaît comme plus proche des attributs traditionnellement associés aux garçons, plutôt qu'à ceux associés traditionnellement aux filles. Et si l'identité de genre était aussi une question biologique, physiologique, biochimique? Je n'en sais rien. Mais c'est une hypothèse qu'il faudrait tester avant de l'écarter et d'être aussi léger comme ça dans la manière qu'on a de traiter Lucie, qui aurait des rêves, quoi. C'est une fille, elle rêve. Je vous rappelle qu'il existe des résultats montrant que de tels facteurs biologiques sont impliqués dans l'orientation sexuelle. On n'est pas hétéro ou homo par choix, ou parce qu'on a été influencé par une mère castratrice, comme les charlatans de la psychanalyse l'ont répété pendant longtemps et continuent peut-être de le croire. On est hétéro ou homo parce que quelque chose dans l'histoire de la construction de notre cerveau nous amène à exprimer telle ou telle attirance ou préférence, ou d'ailleurs aucune, ça peut aussi arriver. Et nous avons appris, lentement, on a fallu se battre, à nous débarrasser des comparaisons insultantes qui rapprochaient l'homosexualité de la bestialité ou de la pédophilie. On a compris que c'était indigne de faire ces comparaisons. A-t-on compris que c'était indigne de faire ces comparaisons? Chez les psychanalystes, écoutez, ça m'a l'air un peu compliqué, où la question de Lucie et son genre est reléguée au niveau du rêve de voler comme des oiseaux. C'est quand même vachement léger. Alors, parenthèse, je suis désolé, je me sens obligé de mettre les points sur les i pour éviter les comparaisons bizarres et les mouvements de panique et tout ça. Je ne suis pas en train de dire
qu'il faut faire de la chirurgie ou des traitements hormonaux à la petite Lucie, 6 ans. Je ne sais pas comment il faut traiter ça, quelle est la bonne manière de l'écouter et de l'accompagner pour qu'elle vive sa meilleure vie. Je répète, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je laisse ça aux gens dans le métier et qui sont à jour de ce que la science en dit. Mais je suis très étonné par le nombre de gens qui sachent, y compris une psychanalyste qui rend un verdict définitif sans jamais avoir vu la personne en question. Fin de parenthèse, la psychanalyste poursuit, on a le choix. Continuer à réclamer ce que l'on n'a pas, donc accepter de vivre avec ce que l'on a et qui n'est peut-être pas si nul que ça. Et là, le problème, il est grave. Pardon, il me semble très maladroit et très violent de dire que Lucie veut ce qu'elle n'a pas quand en réalité, Lucie exprime qu'elle est autre chose que ce qu'on lui dit qu'elle est. Notre psychanalyste fait comme si être autre chose que ce qu'on me dit que je suis était équivalent à ne pas avoir ce que je désire. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'absence d'écoute de cette psychanalyste? La psychanalyste continue. Pourquoi voudrais-tu tellement être un garçon, Lucie? Ben voilà, ça c'est bien. C'est bien ça comme question. Il faut en effet poser la question et ne pas supposer qu'on sait déjà que c'est juste un caprice comme de voler dans le ciel avec les oiseaux. Il faudrait surtout, je pense, demander à Lucie ce que ça veut dire pour elle de devenir un garçon. Si jamais elle répond que ce qu'elle veut, ce sont des chromosomes X et Y, ou bien avoir des testicules qui produisent des spermatozoïdes, alors là on pourrait lui répondre que bah oui c'est impossible en effet, très bien. Mais si jamais être un garçon, ça veut dire autre chose pour Lucie, ce qui est probable de vous à moi, alors nous devrions peut-être sans doute revoir comment on lui répond. La psychanalyste poursuit. La vie de ton frère te semble mieux que la tienne? C'est possible, mais il faudrait savoir pourquoi. Son corps et son sexe te semblent mieux que les tiens? C'est ce que pensent beaucoup de filles, mais elles se trompent. Car si leur sexe n'est pas aussi apparent que celui des garçons, elles ont en revanche, à l'intérieur de leur corps, des organes qui leur permettront plus tard d'avoir des bébés dans leur ventre, etc. Bon, bref, très bien. C'est très très bien de rassurer l'enfant, de lui expliquer comment fonctionne son corps, d'écarter les idées reçues, les fausses hiérarchies, les mauvaises raisons de vouloir s'identifier à tel ou tel groupe. Très très bien. Mais le problème, c'est que moi je ne connais pas Lucie, pas plus que vous, et la psychanalyste non plus. On ne sait pas comment cette jeune personne se sent. On ne sait rien des raisons de son questionnement, de sa biologie, de sa psychologie, de son environnement. Et parce qu'on ne sait rien de tout cela, il est rationnel de se retenir d'affirmer ce qu'elle doit être et ce qu'elle ne peut pas être. Voilà quelle est ma position sur la question. Ça s'arrête là en fait. Qui a donné lieu à beaucoup d'attaques, à beaucoup de moqueries, à des vidéos encore récemment, quand des gens bien intentionnés, qui font ça pour le fun et pour l'humour, s'amusent à aller pêcher ce que j'ai dit en 2019 pour créer du drama en 2023. Mais ils prônent l'amour, le respect et la bière, paix sur terre. C'est les mêmes personnes qui font ça. On les voit, on les voit. Mais maintenant, je vous ai expliqué ça. On va aller un petit peu dans le fond. Je vais vous expliquer ce que je crois comprendre de ce que c'est que le genre. Partie 2, quelques éclaircissements sur le sexe et sur le genre, pour éviter, au moins un peu, que des tas de commentaires me fassent dire ce que je n'ai pas dit, et croiser un peu moins, j'espère, de caricatures stupides, je suis obligé de vous parler un peu du fond. Je vais le faire de manière concise, claire et prudente, j'espère, et je vous conseille d'aller vous renseigner ailleurs, à d'autres sources. Il y a plein de gens qui parlent de cela. Il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des gens sérieux. Suggérez, n'hésitez pas à suggérer des liens, en tout cas des noms de vidéos et de chaînes dans vos commentaires. Le mot sexe, en biologie, désigne plusieurs choses. C'est un peu compliqué, mais bon, fondamentalement, chez les animaux et les plantes, au moins, le sexe désigne la fonction de reproduction dans un processus anisogamique. Pour faire simple, les corps qui produisent des gros gamètes, ce sont les femelles. Les corps qui produisent des petits gamètes, ce sont les mâles. En gros, c'est binaire, c'est facile.
En réalité, c'est pas si facile que ça. On pourrait discourir sur les espèces hermaphrodites ou sur les cas de changement de sexe au cours de la vie, comme chez les poissons clowns, qui montrent que la nature se fout éperdument de notre envie de tout ranger dans des cases. Voilà, donc binaire et facile, doucement quand même. Hein. C'est binaire, c'est facile, mais ça concerne uniquement les cellules sexuelles. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que vous n'avez pas connaissance de la taille des gamètes des gens autour de vous. Certains humains n'en produisent pas d'ailleurs. Ce n'est donc pas ce critère-là que vous utilisez pour décider de dire monsieur ou madame dans la rue, ou au bureau, ou en famille. Bon, continuons avec le mot sexe. En biologie, on peut s'intéresser au déterminisme génétique. Nous possédons normalement une paire de chromosomes sexuels XX ou XY, où on trouve des gènes qui sont responsables de la mise en place des organes de la reproduction et des caractères sexuels secondaires, stature, musculature, répartition des tissus adipeux, largeur du bassin, autrement dit la silhouette, mais aussi la pilosité et la voix. Mais il y a des exceptions. Attention à l'expression l'exception confirme la règle. L'exception, elle ne confirme pas la règle. L'exception, elle met la règle à l'épreuve. L'exception, elle montre que la règle, en fait, finalement, elle n'est pas si vraie que ça. C'est pas grave, parce qu'elle montre aussi qu'il existe une croyance en l'existence de la règle. Et ça, c'est vrai. Sauf que la nature, elle s'en fout. Quand les êtres humains créent des règles et constatent des exceptions, c'est la nature qui leur dit votre règle, on s'en pète, elle n'est pas vraie. Hein. Donc il y a des exceptions avec des gens qui, dans leur génome, ont les chromosomes XXY, ou bien XYY, ou uniquement X, ou encore qui ont une translocation du gène SRY, et cela aboutit à des corps qui présentent des caractères sexuels primaires et secondaires, qu'un regard extérieur assignera facilement à homme ou à femme, mais qui sont destinés à être stériles. Pas de gamètes. Il existe donc des humains XX que vous classeriez sans aucune hésitation chez les hommes, et des humains XY que vous classeriez sans hésitation dans la case des femmes. On peut ajouter la question des hormones, dans le développement du fœtus puis de l'enfant, avec des personnes qui possèdent le gène SRY, qui est responsable de la masculinisation du corps, mais dont les récepteurs à la testostérone ne fonctionnent pas. Ils auront un corps que vous classerez, et moi aussi, dans la case femme. Et puis il y a le taux d'hormones aussi qui change, qui peut varier, et qui peut produire des caractères très très sexualisés, ou très très peu, et là on n'est plus binaire, on est dans une distribution bimodale, et donc ça n'est plus aussi simple qu'auparavant. Alors évidemment, dans la majorité des cas, on retrouvera bel et bien les chromosomes XX chez des gens identifiés comme femmes, et les chromosomes XY chez des personnes identifiées comme hommes, bien sûr. Ça marche bien. Mais là encore, en fait, corrigez-moi si je me trompe, vous n'avez pas accès aux chromosomes des gens. Moi non plus. Et donc ce n'est pas le critère que nous utilisons, vous et moi, dans la vie de tous les jours, pour décider de dire monsieur ou madame. Les gens qui veulent décider à la place d'un enfant qui ne peut pas être un garçon ou une fille, en fait, n'ont pas vu ces chromosomes. Donc ce n'est pas ça leur critère. La présence des organes sexuels. Voilà le critère utilisé pour enregistrer à la naissance les nouveau-nés dans la case garçon ou dans la case fille. Ça marche bien dans l'écrasante majorité des cas. Mais il y a des exceptions. On a des personnes intersexuées. Et on ne peut pas résoudre toujours le problème de cette intersexualisation avec un coup de bistouri. C'est plus complexe que ça. Ça prouve que ce critère, il est imparfait, qu'il faut être prudent, un peu plus humble que ça. Mais de toute façon, en fait, corrigez-moi si je me trompe, hein, vous n'avez pas accès au contenu de la culotte ou du caleçon des gens quand vous les appelez monsieur ou madame. Ce n'est pas ça le critère que vous utilisez pour distinguer les gens. On ne palpe pas l'entrejambe, Didier. Okay. Dans la vie de tous les jours, nous savons résoudre la question de la définition des hommes et des femmes en décidant d'appeler monsieur ou madame des gens. Et on le fait non pas en vertu de leurs gamètes, on ne les voit pas, de leurs chromosomes, on ne les voit pas, de leur partie génitale, mais en vertu de la présence des caractères sexuels secondaires, silhouette, pilosité et voix. Ces caractères sont fortement corrélés à la présence des gamètes, des chromosomes et des organes sexuels. Et c'est pour ça qu'ils marchent. Ce sont des signaux efficaces. Et quand il arrive que les signaux sont ambigus, on ne sait pas trop si on est face à un monsieur ou une madame, écoutez, les gens normaux, ils posent la question. Et la personne
Lorsqu'elle vous répond qu'elle est un monsieur, eh ben vous l'appelez monsieur en fait. Vous n'allez pas dire, attendez, non, finalement, moi ce que vous me dites, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait vérifier avec vos organes sexuels? On peut faire un cariotype, s'il vous plaît. Fournissez quelques gamètes, et puis après on décide. On ne sait pas ça. In fine, le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. Et vous le savez très bien, au fond de vous, que c'est ça le critère utilisé dans le champ social pour définir ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Et si c'est pas ça, dites-le moi, hein, parce que je veux me corriger. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je dis que dans la vie de tous les jours, c'est ça le critère que nous utilisons. Et que peut-être, ça vaut le coup de se demander pourquoi. Parce que dans le dictionnaire, les gens adorent certains dictionnaires qui est utile pour savoir si vous avez le droit de mettre un mot au Scrabble, mais pour le reste, le dictionnaire, à part l'orthographe, vous oubliez. Dans le dictionnaire, on nous dit que l'homme, c'est le mâle de l'espèce humaine. Or, on l'a vu un peu plus tôt, ce qui définit le mâle en biologie, ce ne sont pas ses poils, ou sa voix, ou son prénom, mais sa fonction dans la reproduction. Et ce qui définit une femelle, ce n'est pas qu'elle soit coquette, qu'elle porte des jupes ou un sac à main, c'est qu'elle produise des ovules. Et donc, il y a des mots pour nous aider à distinguer ce qui relève de la fonction biologique, de reproduction, du rôle social, codé, stéréotypé, étroitement lié au sexe, mais non confondu avec lui. Un rôle social par lequel les individus se placent eux-mêmes, et ça c'est important, on se place nous-mêmes avec plein d'influences, mais à la fin, on se place nous-mêmes en fonction de nos ressentis, dans une case ou dans une autre, ou bien transgression ultime. Certains considèrent que les cases sont imaginaires, construites par la société, et donc on peut les refuser. Pourquoi pas? Et ben ça, en gros, on a un mot pour ça, c'est le genre. Et le mot est utile. L'ensemble des paramètres qui constituent le genre, c'est ça que nous utilisons tous les jours, vous et moi, pour savoir si on appelle une personne monsieur ou madame, si on a affaire à un petit garçon, à une petite fille. L'usage faisant loi en linguistique, il me semble que si vous voulez absolument une définition à homme et femme, moi je ne dis pas qu'il faut en avoir qu'une, mais si vous en voulez absolument une, c'est du côté du genre qu'il faut creuser, et pas du côté de la biologie. Et c'est un biologiste qui vous le dit. Et ceci est un argument d'autorité. Parce que, à cause de tout ça, je suis étonné par la confiance stratosphérique en leur propre jugement qu'expriment les gens qui affirment détenir la véritable définition des mots homme et femme, mais qui ne savent pas me dire pourquoi, sur quels critères. Ils peuvent interdire à une personne trans de s'identifier au genre qui ne correspond pas au sexe enregistré à sa naissance. J'ai constaté une incapacité à argumenter correctement, proprement, de manière vraiment logique. Je pense que ça manque de prudence d'être aussi affirmatif. Et que ça revient à vouloir essentialiser, biologiser, l'ensemble des attributs traditionnellement associés à tel ou tel sexe. Il y a des codes sociaux dans d'autres sociétés où les hommes et les femmes, on ne leur associe pas les mêmes qualités que par chez nous. Il y a bien une raison à cela. Je parle de tout ça de manière un peu plus approfondie dans le chapitre 23 de mon livre « Quand est-ce qu'on biaise ?» Je vous le conseille, il est sorti il y a 4 ans, j'ai pas eu de remarques sur le chapitre, donc c'est que ça doit bien se passer. Et je pense être dans mon rôle, quand je souligne la présence agressive, pénible, de certitudes encombrantes sur ce sujet, parce que justement, c'est ça pour moi la zététique. Partie 3, ma zététique. La zététique, ce n'est pas la science. La science sert à produire des connaissances. En zététique, on se demande pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Et en première analyse, on se penche sur ce que la science peut en dire. Le zététicien, il va rendre compte de ce que la science dit ou ne dit pas sur un sujet, et il met à l'épreuve de la logique et de la dialectique les théories ou les discours qui revendiquent d'énoncer une vérité. Ça peut finir en débunkage, en entretien épistémique, en analyse, peu importe, à chaque fois on se demande s'il existe de bonnes raisons de soutenir une thèse. Y a-t-il eu un miracle à Fatima en 1913? L'homéopathie est-elle efficace?
Peut-on se fier à Didier Raoult? Les pyramides d'Égypte sont-elles des centrales électriques? La zététique aide à trouver la réponse, et dans les cas susnommés, la réponse est non. Mais ça, ce sont des sujets faciles. Ce que l'art du doute permet de faire quand on est vraiment entraîné, par exemple par 8 ans de pratique quotidienne, c'est se pencher sur les concepts que nous utilisons tous les jours pour penser. L'esprit critique, ça sert à décider ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire, et pour ça il faut secouer un peu les fondations pour voir si ça tient. La zététique, ça ne casse pas forcément des briques, mais ça aide à casser les concepts. Nous passons notre temps à percevoir le monde, à le décrire, à le prévoir, à l'expliquer, à l'aide de concepts qui sont nés dans l'esprit humain et qui ne coïncident pas exactement avec le réel. Alors c'est un peu dur à avaler, mais le plus grand service que la zététique puisse nous rendre, c'est sans doute de faire admettre cette grande vexation. Voilà, ça nous rendra plus humbles, ça ira mieux. Par exemple, nous ne disposons pas d'une définition parfaite, étanche, complète et consensuelle du vivant. Et pourtant, la biologie existe, elle fait des progrès, elle fait des prouesses. Le mot espèce est une convention de langage qui date d'avant la théorie de l'évolution et qui est inapplicable dans de très nombreuses situations. Et ça, j'en parle dans mon livre L'ironie de l'évolution. Très bon livre, je l'aime beaucoup ce livre, achetez-le, mais surtout lisez-le, prêtez-le. Les concepts omniprésents sans bonne définition, il y en a plein. On pourrait citer donc l'espèce, les émotions, le jeu, l'intelligence, l'infini, la liberté, le temps. Demandez à un physicien ce que c'est que le temps, ou à un philosophe, ou à Étienne Klein. Demandez-leur. Voilà. Si vous vous penchez vraiment sur ces notions dans le but de définir précisément les contours, vous allez voyager, Vous allez revenir, vous aurez appris des trucs sur vous-même. Bon. La zététique peut servir à nous rappeler qu'il est bon de douter que les mots soient le fidèle reflet de la réalité. Qu'il est bon de nous souvenir que les sciences évoluent, que nos connaissances se périment, que nos certitudes actuelles ne sont pas forcément de meilleure qualité que celles des humains d'il y a 1000 ans, et que nous serions bien ridicules de nous imaginer détenir une connexion privilégiée avec le réel, la vérité. Quand on pratique cette zététique-là, on a des scrupules à tracer des frontières et à dire aux autres qu'ils doivent les respecter parce qu'elles sont réelles, qu'elles ont le droit de les contraindre. Face à ça, on se met à demander des raisons de croire aux définitions utilisées pour interdire ou pour obliger les gens. Les définitions ont du pouvoir. On a le devoir de questionner ce pouvoir et de le contrôler. Partie 4, la politique n'est pas forcément ce que vous croyez. Y a-t-il une dérive politique de la zététique? C'est bien de poser les questions, c'est bien d'être attentif à l'exploitation idéologique des outils, des idées, des connaissances, mais attention parce que l'influence politique n'est pas forcément là où vous la voyez. Relayer presque tous les jours des paniques morales de l'extrême droite, tourner en ridicule le combat contre le sexisme, dénoncer les abus de la frange ultra-gauchiste de ZEM, mais taper tranquillement la discute avec Conversano, donner de la visibilité au cercle Cobalt, promoteur d'une science raciste, ça n'est pas apolitique, juste parce que le mec qui fait ça prétend que c'est apolitique. J'espère que j'enfonce des portes ouvertes. Spoiler, c'est politique, même quand ça énonce des choses qui vous semblent être des évidences qui devraient s'imposer à tout le monde. Il y a autre chose qui est politique, c'est l'injonction irritée qu'on nous adresse de ne pas traiter certains sujets. De ne pas relayer l'état des connaissances en sciences humaines, par exemple, sous prétexte qu'elles seraient politisées. Mais en réalité, parce que ce qu'elles disent contredit certaines évidences confortables. Quand les sciences humaines vous donnent raison, vous les aimez bien. Quand elles vous disent « ah, ça coince », vous les aimez plus. Bon, nous, notre job, c'est pas de vous dire ce qui vous plaît. Vous devriez le savoir, on l'a déjà dit, ici, à maintes reprises, la science n'a pas pour rôle de nous dire des choses agréables. Elle est primordiale, la science, justement parce qu'elle est le moyen par lequel nous corrigeons nos idées fausses. Si c'était facile de porter un jugement correct sur le fonctionnement du monde, la science ne servirait à rien. On aurait accès directement aux choses et notre intuition nous donnerait raison. Et vous savez bien que ce n'est pas le cas. Et si vous ne savez pas, abonnez-vous et puis regardez, il y a 400 et quelques vidéos pour vous. Dans la sphère sceptique, on est très fort pour se moquer des platistes, qui se bouchent les oreilles, nanana, mais je suis désolé de vous dire que face aux études sur le genre, je vois un paquet de gens, pas idiots du tout, dont l'attitude n'a rien à envier aux platistes.
Et c'est très triste. Est-ce que la science, c'est politique? Ben non, hein. Mais dans un certain sens, un petit peu oui quand même, parce que les sciences se construisent au contact du reste de la société. Il y a donc une influence politique dans le recrutement des chercheurs, dans le financement des laboratoires et des travaux, dans la reconnaissance sociale, médiatique des résultats, dans les politiques de transfert des connaissances vers le public, dans l'utilisation ou non des connaissances dans l'éducation et dans les décisions démocratiques. La plupart du temps, c'est invisible, inodore, incolore, indolore, mais parfois, les résultats des sciences gratouillent là où ça me dérange. On a connu ça avec l'héliocentrisme, rappelez-vous, hein, la Terre tourne autour du Soleil, ça dérangeait du monde, c'était politique, et ça a été, et ça continue d'être un petit peu le cas avec les sciences de l'évolution, qui contredisent les évidences des créationnistes et mettent en porte-à-faux, je suis désolé de vous le dire, mais l'ensemble des religions. Sur la tronche en biais, on en parle de ça. C'est même l'origine de mon propre engagement. L'évolution et la manière dont elle dérange notre manière de voir le monde, c'est mon sujet préféré. Allez dire à ceux qui voient comment ça contrarie leur vision du monde que ça n'est pas politique. Allez voir un peu. Alors c'est avant tout scientifique, bien sûr, mais c'est aussi politique. Ne serait-ce que parce que la connaissance scientifique réfute certains discours normatifs, dogmatiques et obscurantistes. Et donc ça fait barrage à des discours politiques. Ça sert aussi à ça. S'il y a une chose que mon travail sur les conséquences de la théorie de l'évolution m'a apprise, c'est que les étiquettes que nous posons sur les objets de la nature, et en particulier sur les êtres vivants, sont fatalement erronées. Nous créons des catégories pour ranger les êtres. C'est frénétique, on ne sait pas faire autrement pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. D'accord. Et donc évidemment, les catégories hommes-femmes, bah, ça va entrer dans le périmètre des sujets que je vais être amené à traiter. Et évidemment, ça va déranger les certitudes de certaines personnes. Si ça vous dérange, vous, moi, j'ai rien contre vous, je ne suis pas votre ennemi. Si ça vous dérange, vous, comprenez bien que ce n'est pas mon but de vous déranger, de vous agacer, de vous énerver. Et retenez-vous, au moins au début, s'il vous plaît, de sauter sur l'idée que je le fais par idéologie, pro-ceci ou anti-cela, parce que j'ai été matrixé, manipulé, que j'ai perdu toutes mes facultés d'analyse. Être bousculé, irrité, agacé par la zététique, vous savez bien que ça fait partie du processus. Il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Mais y a beaucoup de gens qui, de toute évidence, n'ont pas compris du tout de quoi il est question, ne veulent faire aucun effort pour comprendre ce que je dis, et qui affirment que j'ai tort parce que ça ressemble à un discours qui serait politisé. Cette réaction réflexe, là, il faudrait qu'elle passe par le cortex un petit peu, ce serait mieux. L'inconfort que provoque la zététique, c'est le signe, en général, que cette approche remet en question des manières de voir le monde, et en l'occurrence, de ranger des humains dans des cases. Voilà, bon bah cet inconfort, il a une dimension politique. C'est politique, mais c'est scientifique, et c'est résolument zététique, parce qu'on doute des concepts avec lesquels on veut lire le monde. Et bah c'est un peu notre rôle, c'est notre job. Sur la question du genre, il y a plein de gens qui disent des conneries de tous les côtés. On a du dogmatisme, on a de l'extrémisme, on a de la mauvaise foi, de l'agressivité, des gens qui s'écoutent pas, qui pensent qu'ils ont compris les autres, qui s'envoient des fions, voilà. Et vous allez devoir, tout seul, vous faire un avis dans ce bordel ambiant. Et j'en suis bien désolé. Ça peut sembler compliqué. Et je vous propose une solution momentanée. Vous avez le droit de suspendre votre jugement. Vous pouvez écouter, questionner, ne pas prendre parti. Et il me semble sage d'attendre, d'avoir de bonnes raisons de tenir une opinion. On n'est pas bête lorsque on admet qu'on n'en sait pas assez sur un sujet pour avoir un avis. C'est une preuve d'intelligence. De mon côté, avec l'équipe de l'Aztèque, je vais continuer de faire mon possible, de mon mieux, c'est-à-dire mal sans doute, mais bon, je vais tenter de continuer de débunker des idées reçues, de vulgariser les travaux scientifiques, de contribuer à vous aider à questionner les certitudes, les dogmatismes, les automatismes, les atavismes, les mauvais argumentaires qui cherchent à faire passer le camp d'en face pour un ramassis d'abrutis. C'est rarement le cas. Et avant de vous quitter, franchement, vous avez cru, vous, à cette histoire, que je serais incapable de distinguer une fille d'un garçon? Vous avez vu la quantité d'énergie
qu'il faut déployer pour réagir à un récit aussi bête qui est partagé sur les réseaux et qui me revient dans la figure. Moi, j'ai l'impression que sur ces sujets-là, désormais, on va devoir en parler, en fait, parce que il y a vraiment trop de conneries qui circulent. On va prendre nos responsabilités. Donc, les sujets qui fâchent beaucoup de monde à l'heure actuelle, qui vous semblent essentiellement politisés, en fait, regardent des questions d'esprit critique sur comment est-ce qu'on analyse le monde, quels concepts on utilise, et est-ce qu'on a bien vérifié que nos concepts n'étaient pas complètement pourris. Donc, on va en parler sur la chaîne à l'avenir, prudemment, avec respect de tout le monde, mais on va plus pouvoir être attentiste et dire non, nous on s'en occupe pas parce qu'il y a vraiment trop de coups à prendre, et c'est vrai qu'il y a essentiellement des coups à prendre. On va essentiellement se faire emmerder par un peu tout le monde, parce qu'on va faire ça mal, mais on va faire ça du mieux qu'on pourra. Et ce ne sera pas une posture politique, ce sera une posture critique, de comment est-ce qu'on pense, de comment est-ce qu'on oublie de se demander, mais pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. C'est mon engagement, on verra bien ce qu'on pourra faire dans un avenir plus ou moins proche. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, merci beaucoup pour votre soutien financier à travers les plateformes, ça permet d'avoir le temps de faire ces vidéos, de se poser, de réfléchir, voilà, de pas tout claquer, de pas tout arrêter pour partir vivre dans le Larzac avec élever des chèvres, ce qui pourrait être un choix, ma foi, plaisant, mais grâce à vous, on a d'autres options qui peuvent s'ouvrir à nous. Je vous embrasse si jamais vous êtes majeur et vacciné et qu'on s'entend. Partagez ce contenu auprès des gens dont vous pensez qu'il pourrait leur être utile. Et puis à ceux à qui ça ne peut pas être utile, ne partagez pas, mais utilisez le contenu, éventuellement, si ça peut fonctionner, on ne sait jamais. A très bientôt, des bisous.